quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci d'être des nôtres sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez à la radio, c'est sur la 89.5. À la télé, vous nous regardez sur Kavi TV, sur l'ensemble des bouquets, Canal Plus et Star Times. Merci de nous suivre sur notre application mobile. Kavi Média disponible sur Play Store et App Store, sur siaminfo.com également. Vous pourrez nous écouter ou nous regarder en direct dans cette émission sur nos différents réseaux sociaux. Sur Facebook, Kavi TV Groupe, Kavi Média Ganga, RTV Relais en direct à cette émission. Pour vos réactions, écrivez-nous sur le plus 224 629 95 67 67. Au sommaire de ce numéro, la Guinée est en train d'écrire petit à petit sa marche vers un retour à l'ordre constitutionnel. Le pays s'est récemment doté d'un avant-projet de nouvelle constitution en vulgarisation dans les coins et recoins de la Guinée. Ce document comportant plus de 200 articles, va servir de guide pour le pays dans les années à venir. Il se veut rassembleur et ressembleur avec quelques innovations, dont un parlement à deux chambres. Dans le jargon, cela est appelé le bicaméralisme, c'est-à-dire un pouvoir législatif qui regroupe des députés et des sénateurs. Des questions sur cette innovation reviennent à tout moment et nous les abordons dans un grand débat ce matin du rôle de l'Assemblée nationale dans la nouvelle constitution à celui du Sénat. Leur composition et les compétences de chaque chambre vous sont décortiquées par les débatteurs dans la première partie de cette émission. Et depuis sa création en 1994, l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports a toujours brillé par son inaction, ressemblant à une coquille vide connue que de par son nom. À l'arrivée du CNRD, un directeur général est nommé en 2022. Étant un organisme public autonome, l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports a pour rôle, entre autres, de favoriser l'émergence d'une élite sportive nationale, de promouvoir les activités physiques et sportives nationales, et de promouvoir les activités sportives également et leur pratique à grande échelle. Pour l'atteinte de ces missions, l'Institut veut amener le sport guinéen de la rue à l'encadrement. Mais en quoi faisant? Pour se relancer, une formation des formateurs a été initiée comme première étape 30 ans après sa création. On en parle également dans cette émission. Et dans la dernière partie, nous irons au Mali. Après le rendez-vous manqué de mars 2024, la junte militaire au pouvoir aspire-t-elle à organiser des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel? La dernière communication au Conseil des ministres du général Assimi Goïta en fait foi, mais ne reste qu'une annonce pour l'instant. Le nouveau général parle des préparations en vue d'élections qui mettront fin au régime actuel sans préciser d'échéance. Dans sa communication, il a, je cite, invité les membres du gouvernement à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. Fin de citation. Annonce vague, oui, mais qui relance le débat politique malien, puisqu'il faut rappeler que les militaires ont pris le pouvoir par la force en 2020, en disant vouloir stabiliser leur pays confronté au djihadisme et à une crise multidimensionnelle profonde, avant de le rendre à des civils élus. Et depuis 2020, les militaires se sont plutôt inscrits dans le cadre ou dans les actes de rupture avec la France, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tout en opérant un pivot stratégique en direction de la Russie. Quel avenir pour la démocratie au Mali, précisément? Nous en parlons dans la dernière partie de cette émission. Le scanner, c'est notre menu de ce nouveau numéro. Merci de nous préférer. Bienvenue sur le média du développement. Aujourd'hui, quel est
Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure? Oui, message de réconfort. Merci une fois encore de nous préférer sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de nous écouter à Conakry sur la 89.5. Vous nous regardez partout en Guinée sur Kavi TV, canal 249 si vous êtes sur le bouquet, canal Plus, canal 113 si vous êtes sur Star Times. Et partout en Afrique sur le même bouquet, vous pourrez nous suivre sur le canal 779. Merci en tout cas pour votre fidélité. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour à Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça va ce matin? Ah bon, bon courage, ça arrive, hein, jeune. Allez. Bonjour à Mohamed Ba, le PM. Abdallah Kamara, sportivement, ça va. J'espère que je vais bien et toi aussi la même chose. Footballistiquement, la même chose. Ligue des champions entre griffes, artistiquement parlant aussi. J'espère que tu te vois bien malgré que tu portes blanc. Moi je vais dire, c'est pourquoi je porte le blanc. C'est un non-événement. Hein. Non, on parle juste de passage. Un non-événement. On accepte de... Non, mais vous avez répondu. Vous avez répondu à... Et parle de quoi? Non, mais... Il n'a qu'à parler de l'Olympique de Marseille. Non, mais vous il n'a pas parlé, tu veux bondir. Moi je sais où il veut en venir. Vous avez reçu les salutations de... Comment on appelle le bonjour d'Abdallah. Vous avez répondu. Je n'ai pas réagi. J'ai eu le privilège. Provocation. On veut couper court. C'était un bonjour simple. L'Oréal. Non, moi je n'ai pas dit le nom. C'est le grand. Ad vitam aeternam. Et là, voilà. Mon cher Ba. Le club auquel vous faites allusion. De toute façon, à 15 mon bonjour, je n'ai pas répondu. Ouais. J'espère que je vais bénéficier de cela. Il y a quand même une photo qui devient universelle grâce au Real. Mon frère, tu peux continuer. Bonjour Abdallah, j'insiste sur ma façon de dire bonjour, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'exclusivité, le privilège. Hein. Et bien voilà. Ah, Diallo, tu vas couper le micro. Ça, je ne sais pas. Vas-y, on va aller à l'essentiel. Ce n'est pas tous les jours qu'on a le privilège, l'exclusivité de dire bonjour à sa façon, à sa manière, au lendemain d'une compétition, de l'une des compétitions les plus prisées dans le monde, c'est-à-dire la compétition qui met en jeu la coupe aux grandes oreilles, dont les grands cours derrière. Donc, quand quelqu'un me dit bonjour, j'ai le privilège, j'insiste là-dessus et je reviens, tautologie, je ne sais encore quoi, pour dire bonjour et un bonjour à la minicoise parfois aussi, pour ne pas dire à l'allemande. Bien, allez, voilà. C'est déjà compris, hein, la baffe, hein, c'est comme ça on appelle. Hein. Oh là là. La baffe infligée à la Maison Blanche. Oh, moi je n'ai pas... Ce n'est pas une baffe. Bonjour à Ansoubaï le Baldé, fidèle des fidèles supporters. Bonjour à Yaya Diallo et à Mohamed Bada. Ça ne veut rien dire. Bonjour les gars, et bon courage, hein. Bon courage, ça arrive. Hein. On passe à... Je ne te reconnais pas. Non, bon courage. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon courage, cher ami. Allez, on va à l'essentiel. Quand tout tourne autour d'une seule personne dans une grande maison, quand la maison est blanche... Oh, c'est bon, voilà. Il faut aller dire ça aux Barcelonais. Hein. On y va. On y va à l'essentiel. Il est à l'infirmerie. On y va à l'essentiel, Mohamed Leba, et on parle de la nouvelle constitution avec cette innovation. Un parlement à deux chambres. On parle d'abord de l'Assemblée nationale, son rôle, son fonctionnement dans la nouvelle constitution qui doit être présentée au peuple de Guinée pour un référendum. Oui, l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de changements, mais il y a quand même de changements, il faut le rappeler, avec la naissance du Sénat. Et vous allez le comprendre avec l'article 102, l'Assemblée, voilà, et qui est cette chambre représentative, il faut quand même le dire, du peuple de Guinée. Et à l'article 103, on continue toujours avec cette assemblée où on dit pour être éligible, donc ça veut dire que pour vous, c'est encore de mise parce que vous qui êtes... Donc tu es d'accord que tu ne peux pas être éligible pour l'Assemblée nationale? Tu es d'accord aujourd'hui? Pourquoi? Tu n'as pas 35 ans. Pourquoi? On parle de 21 ans. Ah, donc tu n'as pas 35 ans. On parle de 21 ans. Non, moi je peux être au Sénat. Toi tu ne peux pas être au Sénat. Tu parles du Sénat. Moi, tu dis pour les... Non, tu n'as pas comme tu dis pour les vieux, pour vous. Comme tu dis, pour moi, je suis pas notre catégorie. Il y a un vieux et je cohabite avec un vieux. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu viens de dire là, voilà, pour te retrouver toi-même dedans? Parce que tu ne te retrouves pas. J'ai dit l'article 103, on parle de l'éligibilité. Pour être éligible à l'Assemblée nationale, tout candidat doit être de nationalité guinéenne. Il faut le dire, être âgé de 21 ans au moins et de 80 ans au plus. Quelqu'un a 90 ans dans ce studio?
J'ai dit... C'est pourquoi je l'ai amené vers le Sénat, il a compris. J'ai dit... Bon, on s'est compris. Tu as parlé de baffe, non? Tout à l'heure, tu as parlé de baffe. Il veut juste polémiquer ce matin. Ah non, moi, je polémique voilà, pas. les propos Le garçon a du mal à se sont des retrouver. propos qui sont très offensifs et qui ne sont pas anodins. Mais moi, je crois que je dois avoir la solution de ça. Il faut quand même se dire que voilà une personne qui quand même jouit de ses droits civils et politiques, être présentée par un parti politique ou se présenter à titre de candidat indépendant. Donc la candidature indépendante a encore une fois son rôle à jouer dans ce sens-là, parce que si dans les années précédentes ou dans les années passées, on voyait pour être éligible quand même, pour être à l'Assemblée nationale, il faut être issu d'une formation politique. Cela aujourd'hui est révolutionné, ce n'est pas abrogé, mais quand même c'est révolutionné parce que la candidature indépendante vous permet tout simplement d'être candidat si vous êtes de nationalité guinéenne, vous êtes âgé au moins de 21 ans et au plus de 80 ans. Donc ça veut dire qu'il y a ce barème quand même dans lequel on ne peut pas aujourd'hui sortir. Donc au-delà de 81 ans, vous n'êtes plus éligible pour être à l'Assemblée nationale guinéenne. Donc il faut jouir de ses droits civils et politiques, être présenté par un parti, soit un parti politique ou bien vous-même, si vous avez les moyens, donc vous pouvez être candidat. Et puis aussi, on peut les conditions. Cette candidature indépendante n'est pas conditionnée. Oui, bon, enfin, il faut aller devant pour le comprendre. Voilà, le titre à candidature de candidature indépendante, il faut aussi remplir les conditions de parrainage requises. Donc, ce sont des conditions de parrainage requises. Vous allez comprendre qu'associé à cet article sur l'Assemblée nationale et l'autre article sur le Sénat, il y a aussi la loi organique qui fait jonction entre les deux. Donc une loi organique qui fixe le nombre quand même de circonscriptions électorales, par exemple le nombre de députés, les avantages et montrant de leur indemnité. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a cette loi organique qui sera comme étant, je ne dis pas un arbitre, mais quand même qui permet et qui est ce pont entre le Sénat, disons l'Assemblée nationale, où les composantes aujourd'hui de tous les éléments de cet article concernant sur l'Assemblée nationale et tout ce qu'il faut aujourd'hui par rapport à la question liée à la candidature. Et en cas de vacances, c'est un résumé que je suis en train de faire parce que c'est très long s'il faut aller en détail par rapport à cet article-là. On dit en cas de vacances, Abdallah, de siéger à l'Assemblée nationale. Je parlais tout à l'heure de conditions d'éligibilité. Il faut quand même dire qu'il y a des incompatibilités, par exemple sur les modes de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu de procéder au remplacement d'un député en cas de vacances, bien sûr, en cas de vacances de siège de député. Tout simplement parce que dans l'ancienne composition de l'Assemblée nationale, à travers une liste de partis politiques, par exemple, parce qu'il n'y avait que des membres des partis politiques qui se retrouvaient au sein de l'Assemblée nationale. Si quelqu'un, par exemple, est nommé dans l'administration publique, tout simplement la personne qui suit cette personne sur la liste de partis politiques le remplacer est automatiquement connu, et donc il faut dire qu'il y a un peu d'évolution par rapport à ce niveau-là. Maintenant, allons sur l'article 104 sur la Cour constitutionnelle qui va veiller à tout cela, parce que par rapport à ce scrutin-là, il faut dire quand même que la Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne d'abord du scrutin, donc de cette campagne du scrutin pour l'élection des députés. Elle statue, la Cour suprême, sur le contentieux y afférent, parce que il faut quand même le dire à chaque fois, nous le voyons par rapport aux élections précédentes, aux élections passées dans notre pays ici, il y a toujours au sortir de chaque élection des griefs qui sont portés, soit peut-être contre la façon dont l'élection ou le vote s'est passé dans une circonscription donnée. Donc il faut dire aujourd'hui que cet avant-projet prend en compte tout cela et se
contentieux est réglé devant la Cour constitutionnelle qui veille même sur la campagne du scrutin. Et par rapport à la définition maintenant des mandatures. Il faut aussi dire que sur l'article 105, sur la députée, sur l'Assemblée nationale, pardon, les députés sont élus par le peuple au suffrage. Bon, enfin, cela ne change pas parce que dans l'ancienne constitution, c'était presque aussi la même chose. Les députés sont élus quand même par le peuple. Et il faut le dire que c'est juste une précision à ce niveau-là. Au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Et voilà quelque chose qui est un peu contraire, disons, à l'élection au niveau du Sénat. Enfin, par rapport, pour être éligible au niveau du Sénat, pour le Sénat, le mandat, c'est de 6 ans. Donc, il faut aussi dire que la durée du mandat qui est de 5 ans peut être écourtée par une dissolution dans les conditions définies à l'article 136, tout simplement. Donc ça veut dire que s'il y a problème à ce niveau-là, il faudra remonter à l'article 136 pour connaître tout cela et puis voilà, les régler en même temps. Par rapport à l'article 106, sur l'Assemblée, on dit les tiers des députés. Le tiers des députés, est élu au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle. À la représentation, je dis bien, proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient électoral sont répartis à la plus forte moyenne au profit des candidatures des femmes et des personnes en situation de handicap. Ça aussi, c'est une autre innovation parce que dans l'ancienne constitution, à travers la composition de l'Assemblée nationale, cela n'existait pas. Aujourd'hui, c'est comme si cet avant-projet prend en compte quand même toutes les situations parce que là, on parle des personnes, non seulement des femmes, disons une couche vulnérable, et aussi des personnes en situation d'handicap. Donc bien. Ça veut dire... Laisse-moi revenir un peu sur l'article 136 pour aider un peu les auditeurs et téléspectateurs à mieux comprendre. Dans l'article 136, il est indiqué qu'en cas de désaccord persistant entre le gouvernement et l'Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci. Oui, évidemment, bien. Ça renvoie précision tout simplement. C'est très important, vous avez bien fait de le rappeler. J'étais par rapport à ces candidats, à la candidature des personnes en situation de handicap, des femmes, c'est-à-dire disons des couches très vulnérables. Donc il faut dire que l'avant-projet aborde tout cela et puis c'est là quand on parle, c'est-à-dire d'une constitution ou d'un avant-projet rassembleur, c'est à ce niveau parce que cela ressort, parce qu'il n'y a pas de stigmatisation possible, parce que vous portez un handicap, que vous ne pouvez pas être là. Il faut dire tout simplement que la nouvelle constitution, si elle est adoptée, prendra en compte toutes ces différentes questions. Il faut dire aussi qu'il y a cet article 107 qui porte toujours sur l'Assemblée nationale et cette fois-ci on parle de vote sur la loi dans les matières définies dans l'article 118. Peut-être que vous aurez le temps de revenir sur ça, sous réserve de celle que partage avec le Sénat conformément à l'article 115. Donc tout cela, il faut se dire aujourd'hui et que cela, c'est que cet exercice que nous sommes en train de faire aujourd'hui relance quand même sur la vulgarisation aujourd'hui de cet avant-projet. Les conseillers, certains sont encore à l'intérieur du pays, donc cela permettra quand même de comprendre ou de permettre aux citoyens de comprendre davantage tout ce qui est dans cet avant-projet. Et peut-être que vous allez comprendre qu'avec la cohabitation entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ce sont des questions aujourd'hui très bien définies et très bien abordées dans cet avant-projet de nouvelle constitution, et la loi organique vient quand même parfaire ces petites nuances qui existeraient entre les deux. Bien, oui, Yaya Diallo, là il y a un parlement à deux chambres, on parle de bicaméralisme, donc forcément après l'Assemblée nationale ou auprès de l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Véritable innovation de Conseil national de la transition, il faut le rappeler, dans cet avant-projet de nouvelle constitution. Mais en quoi
comment le Sénat va fonctionner, sa composition, ses attributions, on est déjà habitué à l'Assemblée nationale. Elle a déjà rappelé le fonctionnement. Maintenant, comment va fonctionner le Sénat et quelle sera sa composition? Bien, en fait, bien de le rappeler, c'est la nouveauté. Ouais. On était dans un parlement monocaméral. Finalement, on a pensé à mettre en place un parlement bicaméral, à l'image de la Côte d'Ivoire, qui aussi a expérimenté cette innovation constitutionnelle, il faut le rappeler, à l'image de la France et beaucoup d'États aussi, où ça marche. C'est pourquoi maintenant, nous avons au niveau de notre parlement la chambre haute et la chambre basse. Donc, le Sénat, qui est naturellement une innovation, on verra bien avec sa composition, son fonctionnement, ses attributions évidemment. On verra bien ce qui en est et éventuellement, puisqu'il y en a eu, on avait même soulevé à un certain niveau, un certain nombre de disparités institutionnelles, constitutionnelles, mais je pense que certainement ils vont tenir compte de cela. Alors, ne peut être sénateur au niveau de notre futur Sénat que quelqu'un qui a la nationalité guinéenne, âgé au moins de 40 ans et 80 ans au plus. Ça, c'est les conditions préliminaires. La composition du Sénat, puisque ça posait problème, parce qu'au regard de ses attributions, on s'est dit, est-ce que le Sénat jouit d'une légitimité, au point que le Sénat a un certain nombre d'attributions qui vont même au-delà de certaines attributions conférées à l'Assemblée nationale. Alors, sa composition, on nous apprend que dans l'avant-projet de la nouvelle Constitution, les 1/3 sont nommés par le président de la République à des composantes socio-professionnelles au regard de la probité morale, de leurs compétences professionnelles avérées. C'est le président de la République, naturellement aussi certaines organisations sociales. Et donc c'est là où nous parlions de ces coordinations régionales qui vont intégrer, et je crois que ça c'est sur proposition du président de la République, puisque c'est lui qui nomme ces 1/3 de ces sénateurs-là. Les 2/3 qui sont élus de manière indirecte par les conseils régionaux, mais aussi communaux, qui vont essayer, je crois que là aussi c'est une loi organique qui définira effectivement les conditions de ces élections et comment tout cela va être déchiffré, et à la Cour constitutionnelle naturellement d'y veiller sur la régularité de ces élections-là. Alors, les conseils régionaux, vous savez très bien que on avait érigé à toutes les régions des conseils régionaux, mais ce qui n'avait pas quand même fonctionné à un certain niveau. Nous avons connu ici sous Alpha les élections régionales où on devrait élire désormais des élus, disons, régionaux au-delà de ces gouverneurs que nous avons ici, parce que tout simplement on considère qu'il y avait un chevauchement entre les attributions du préfet et d'un gouverneur dans une même région où on a aussi une préfecture. Donc je pense que c'est quelque chose de très fondamental. Alors, ce qui va se passer au niveau de ces élections, puisque c'est les 2/3, il faut le rappeler, alors la majorité au niveau du Sénat sont élus de manière indirecte par ces conseillers-là. Alors, l'élection va se passer, c'est vrai que ce sont des élus qui élisent aussi certainement ceux qui seront élus au niveau du Sénat. Donc c'est pour autant dire que est-ce que au regard, on arrivera tout à l'heure de ces attributions qui me semblent très importantes au Sénat. Est-ce que le Sénat ne devrait pas effectivement amorcer ou tout au plus soumis avec les mêmes démarches électorales que l'Assemblée nationale, parce que le Sénat est un élément fondamental au niveau de notre Parlement. Il faut le rappeler, tout passe par... en tout cas, si tout ne passe pas par là-bas, mais tout doit passer par le Sénat. Donc c'est pour ainsi dire que, parce que prenant un certain nombre d'attributions à titre d'exemple, quand on vous dit effectivement que désormais, quand le président de la République a besoin de nommer à des hautes fonctions un certain nombre de personnes, ces personnes doivent être, disons, auditionnées au niveau du Sénat. S'il saisit naturellement du président de la République, je pense que c'est au visa de l'article 111 ou 12 de la nouvelle Constitution, s'il saisit du président de la République qui doit pouvoir effectivement soumettre, disons, au Sénat son approbation par rapport à la nomination de ces cadres à des hautes fonctions. Donc ça veut dire tout simplement que les compétences
institutionnels du Sénat vont au-delà de l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est un peu comme le Conseil constitutionnel au niveau de l'Amérique, où ils sont inamovibles, ils sont là, compétents en tout. Même un certain nombre de nominations doivent pouvoir passer par ces conseils constitutionnels-là. Donc je pense que le Sénat a ses attributions aujourd'hui qui me semblent être très importantes, parce que si le président, au-delà de ce qu'on disait ici, puisqu'il a l'exclusivité du pouvoir décrétal, il n'a besoin de consulter personne pour nommer à qui il veut. Donc j'avais dit tout simplement que maintenant, désormais, encore une fois, on le souhaite que ça puisse être fonctionnel, à des fonctions importantes, même si ce n'est pas défini dans la Constitution. On verra bien avec les lois organiques qui viendront après pour développer tout cela, comment est-ce que tout cela va être pris en compte. Bien, pas pour te couper. Au niveau de l'article 110, on nous fait comprendre que le Sénat ne peut faire l'objet de dissolution. Que prévoit l'avant-projet de nouvelle Constitution à cet effet? Oui, absolument. C'est un passage extrêmement important, puisque au lieu de 5 ans pour les parlementaires au niveau du Sénat, ils ont un mandat de 6 ans. Donc, ça veut dire que les mêmes, disons, indemnités ou immunités, puisqu'on avait l'habitude de parler de l'immunité parlementaire, les mêmes indemnités que les parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale bénéficient, c'est les mêmes indemnités au niveau du Sénat, les mêmes immunités aussi au niveau du Sénat. Ce qu'il veut dire au niveau du Sénat, c'est que on ne peut en aucun cas, c'est ce qui est dit là-bas, en aucun cas dissoudre ou procéder tout au plus à la dissolution du Sénat. Ça veut dire que c'est une garantie constitutionnelle qui peut permettre, parce que tous ces aspects-là, pourquoi on essaie de déverrouiller tout cela à côté, c'est pour permettre à cette chambre-là d'être indépendante et d'agir en fonction de l'esprit et de la lettre de la Constitution, pour son respect. Je pense que c'est en cela que j'ai dit, il est important que les uns et les autres puissent cerner, en tout cas ceux qui seront appelés à siéger au niveau de ces Sénats-là, qu'ils savent effectivement, ils ont un rôle déterminant dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance dans notre pays ici. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au-delà de l'examen ou de l'adoption de certaines lois, des portées nationales ou d'intérêt national, ou certaines propositions de loi ou des projets de loi qui peuvent venir de l'Assemblée nationale elle-même ou du gouvernement. Pourquoi on parle des projets ou des propositions de loi. Parce que après que l'Assemblée nationale ait examiné et adopté ces projets de loi ou ces propositions de loi, elle doit passer ou ils doivent passer automatiquement au niveau aussi du Sénat pour qu'à son tour, que le Sénat puisse revoir tout cela et donner son OK de conformité. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a cette complémentarité qui existe là, mais qui attribue beaucoup plus de compétences au Sénat qu'au Parlement. C'est vrai que le Parlement a des exclusivités où elle a ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, pour ainsi dire. Tout à fait, l'Assemblée nationale. Donc c'est pour autant dire que mais des éléments importants, puisque ce sont des éléments quand même qu'on avait soulevés de par le passé, comment faire en sorte que le Parlement que nous devons avoir puisse être un véritable contre-pouvoir. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, en tout cas au regard de certains de ces articles qui sont au niveau de la Constitution et au regard des explications que nous avons reçues de la part de ceux qui ont rédigé cette Constitution, toute cette innovation consiste à dire ou à faire en sorte que les institutions, parce que c'est le pouvoir législatif qui doit pouvoir être un contre-pouvoir vis-à-vis de l'exécutif, c'est pourquoi on parle de ces principes de séparation du pouvoir, tout cela c'est pour permettre à ceux qui y siégeront d'être indépendants et d'avoir de marge de manœuvre pour s'opposer à un certain nombre de choses. C'est pourquoi c'est assez fondamental, encore une fois, que la probité morale, puisque c'est ce qu'on a mis en avant, au-delà de la compétence des uns et des autres, la probité morale, elle est primordiale. Et il faut qu'on ait une commission purement indépendante pour pouvoir effectivement étudier, examiner tout cela, pour qu'on ait des hommes et des femmes responsables, conscientes de la situation de notre pays, pour que ces gens-là puissent prendre, disons, pour référence l'intérêt général. Je crois que c'est ce qui pourra nous permettre. Au-delà de tout cela, ce qu'on nous a dit aussi, le Sénat, c'est son rôle particulier et de faire la promotion de la paix, de la quiétude sociale aussi, c'est quelque chose de très fondamental. Dans notre pays ici, et ça aussi, on a entendu les explications des uns et des autres, c'est au regard de notre histoire sociopolitique. Il faut essayer de prévenir la prévention des conflits, vous savez, ça un peu partout à travers le pays. Si des conflits se posent, on n'a plus besoin d'appeler le président, parce qu'on a, même si c'est un poulet qui est égorgé quelque part ici,
on exige, disons, la participation, ou on attire l'attention tout au plus du président de la République. Désormais, le Sénat doit pouvoir s'occuper de tout ce qui est prévention, mais aussi des résolutions d'un certain nombre de conflits qui pourront surgir un peu partout à travers le pays. Donc, si je dois retenir, de 40 ans à 80, on peut être membre du Sénat. Oui. Mais 2 tiers seront élus, un tiers nommé par le président de la République. Bien. C'est ça. Maintenant, quel est le mandat des sénateurs? Est-ce que c'est le même mandat que l'Assemblée, que les députés à l'Assemblée nationale, ou tout au plus? Non, enfin, certainement, je comprends bien, parce que vous êtes un peu partout, et c'est pour les auditeurs, sinon vous l'avez rappelé, quand vous m'aviez relancé, je l'avais dit tout à fait. Au niveau de l'Assemblée nationale, les députés sont élus pour un mandat de 5 ans, contrairement au Sénat, qui sont élus pour un mandat de 6 ans. Bien. Donc, voilà. Au-delà de ça aussi, parce que nous sommes quand même dans une société où la dépravation de nos valeurs atteint un point absolument inacceptable, on a décidé aussi de confier au Sénat ce rôle-là qui consiste à d'être le chien de garde, si pour ainsi dire, de nos us et coutumes. C'est quelque chose de très fondamental. Nous sommes une société, nous avons des valeurs, on a besoin d'avoir des gardiens de ces différentes valeurs-là. Et je pense que si tout ce qui est inscrit là, parce que cela aussi, il faut le mettre aussi. Si tout cela est respecté à la lettre, c'est en cela que j'ai dit, il faut faire en sorte que ce qui est écrit soit cerné et compris par les citoyens, puisque la Constitution, c'est pour tout le monde, et que le respect de cette Constitution-là soit une obligation morale pour tout Guinéen. C'est l'importance de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Maintenant, s'il s'agit d'aligner des articles justement pour orner un document qu'on appelle la Constitution, le débat aussi se pose de ce côté-là. Mais encore une fois, on a besoin de rupture dans le cadre du respect de nos textes de loi. C'est en cela que nous pourrons effectivement apporter de la valeur à tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, merci Yaya Diallo. Oui, je me tourne à présent vers vous, Mohamed Ba, le PM. Il y a deux chambres, le Parlement et l'Assemblée nationale. Yaya se posait la question. Après, il ouvre cette brèche. Comment ces deux vont cohabiter dans un Parlement qui est nouveau pour le Guinéen, nouveau pour l'administration guinéenne et pour le fonctionnement même de nos pouvoirs? Ça, c'est quelque chose qui est important, parce que quand on entend parler de l'Assemblée, qu'on entend parler du Sénat, on a l'impression à distance que chacun va évoluer dans son petit coin, qu'il n'y a aucune possibilité qui se retrouve quand il s'agit de voter des lois liées par exemple à la communauté, liées à la sécurité du pays, à l'administration sur le plan global. On pense à l'Assemblée nationale. Quand on veut parler au niveau de la décentralisation, au niveau des secteurs encore beaucoup plus déconcentrés, on pense au Sénat et dans beaucoup d'autres secteurs au niveau local. Mais il faut savoir qu'il y a des possibilités, qu'il y a des articles qui ont essayé de mettre ensemble ces deux institutions de notre pays au niveau du Parlement guinéen, où les deux ont l'obligation de travailler ensemble, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a des moments qu'ils se retrouvent pour pouvoir vraiment se prononcer sur la mise en place ou de la création d'une loi dans ce domaine précis. C'est pour cela que le législateur guinéen a essayé de travailler beaucoup plus au niveau de l'article 115. Dans cet article, on a donné beaucoup de détails, parce qu'on a dit au niveau de l'article 118, il y a cette liberté, cet exercice de comment on appelle, au niveau de manipulation, au niveau de texte de loi, se retrouve au niveau de l'article 118 pour l'Assemblée nationale. Mais au niveau du Sénat, on insiste au niveau de l'article 115, où on a notifié la collaboration qui doit exister entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui votent les lois dans les matières, par exemple, concernant quand la création des collectivités décentralisées, leurs compétences et leur libre administration, s'il faut le dire comme ça, parce que dans ce cadre, il y a des points qui réunissent les deux institutions, les deux organes de notre pays en matière de la mise en place de textes de loi. Donc dans ce cadre, ils se prononcent là-dessus et ils arrivent à trouver des textes qu'il faut, des régimes, des associations et des organisations assimilées au niveau local. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui se retrouvent, qui votent les lois à travers les différents représentants qui se retrouvent dans cette institution. Il faut parler aussi qu'il y a au niveau de la promotion, en ce qui concerne la promotion à la bonne gouvernance. Là, c'est quelque chose qu'on ne laisse pas à l'Assemblée nationale seulement, où on dit non, c'est un secteur qui concerne le Sénat et que les sénateurs seulement vont se prononcer. Non, ces différents secteurs sont
tellement important qu'on a jugé nécessaire de mettre ça à la disposition du Sénat, mais également au niveau de l'Assemblée nationale. Donc au niveau de la promotion du dialogue, de la cohésion sociale et de l'unité nationale, vous comprendrez qu'à partir de là, il y a le résumé même de la vie en société dans notre pays, et que qui parle de la vie en société parlera de certaines personnes, de la maturité des personnes qui ont de l'expérience, qui viennent d'un peu partout de notre pays, de notre vie socio-professionnelle, et qui ont de l'expérience, parce que ne vient pas au Sénat qui le veut, vient au Sénat qui a la capacité qu'il faut. De la même façon aussi du côté de l'Assemblée. Par exemple, si c'est au niveau de l'Assemblée, c'est à travers des partis politiques, on peut être là, à travers une candidature indépendante, on peut être là. Du côté du Sénat, il faut qu'il y ait un certain bagage intellectuel, parce que de l'autre côté, il suffit seulement d'être bien positionné sur la liste nationale d'un parti politique et que vous vous retrouvez banalement, facilement au niveau de l'Assemblée nationale. Du côté du Sénat, ce n'est pas le cas, parce que là, il y a de l'expérience, votre capacité professionnelle sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Donc l'ensemble de tout ça permet vraiment aux Guinéens de bénéficier, si tout va bien, et qu'on respecte ce qui doit être fait au niveau du Sénat ou au niveau de l'Assemblée nationale. Les deux retrouvés ont la capacité de proposer des lois qui sont bien mûries, parce que c'est la partie où le plus souvent qu'on rencontre des difficultés, qu'on a des problèmes et qu'on vote parfois des lois dont on ne connaît même pas le contenu, dont on ne connaît même pas la portée, mais du fait qu'on a des gens qui sont bien expérimentés en la matière, ils peuvent se prononcer là-dessus. Mais également, il faut noter que les lois de plan fixent les orientations également du pluriannuel du développement de la nation et les engagements de l'État. Donc, ils ont la capacité, l'Assemblée nationale et le Sénat, de pouvoir se prononcer, voter une loi ou des programmes qui s'étalent sur plusieurs années liés au développement de la Guinée, liés à l'économie de la Guinée, liés à un projet. Je prends l'exemple, par exemple, de Simandou 2040 dont on parle. Si tout se passait très bien, ça avait commencé après la mise en place de ce Parlement, vous vous rendrez compte que à travers ces deux chambres, qu'on allait se prononcer sur la viabilité, sur l'intérêt du peuple de Guinée à travers ce projet, à travers les différentes propositions qui allaient être vraiment mises sur la table, parce que là, on se dit, au niveau du Sénat, il y a des expérimentés. Si du côté des politiques, comme on appelle, de l'Assemblée nationale, il y a une forte représentation politique de là. De l'autre côté, il y a des hommes expérimentés, il y a des intellectuels ou cadrés. Donc l'ensemble de ces deux mises ensemble, vous vous rendrez compte que vraiment que ça va être une certaine homogénéité qui pourrait donner de la valeur beaucoup plus à la mise en place, aux différents textes qu'on va mettre à la disposition, ou les textes de loi qu'on va voter à l'Assemblée pour l'exécution d'un projet, que ce soit un projet lié à l'économie nationale, lié au projet, lié vraiment à la vie sociale, à l'unité nationale, et l'ensemble de tout ça, grâce à ces deux chambres, vraiment les Guinéens seront en mesure de pouvoir faire quelque chose. Mais dans tout ça, comment va se comporter la politique, comment va se comporter le gouvernement, parce qu'il faut savoir, parfois, il y a les textes qui sont votés, il y a le côté, ce qui concerne l'Assemblée nationale, ce qui concerne le Sénat, mais le gouvernement n'est pas exclu. Il y a des moments où l'implication, l'apport de l'Assemblée, comme on appelle, du gouvernement est important, encore plus pointu. Il y a parfois des moments où si les deux ne se retrouvent pas, c'est-à-dire ne s'entendent pas sur un sujet particulier, lié, par exemple, concernant l'Assemblée nationale ou lié au Parlement, on fait recours au Premier ministre sur le plan de dialogue. Par exemple, je prends un exemple où l'implication de ce dernier pourrait vraiment donner de la valeur. Vous vous rendrez compte là, cette fois-ci, qu'on donne de la valeur au poste de Premier ministre, pas quand le veut le président, mais aussi les représentants du peuple ont la possibilité de lui confier quelque chose pour faire quelque chose à travers le Sénat, mais également à travers l'Assemblée nationale. Donc, il y a plusieurs textes ou plusieurs articles qui sont liés où on retrouve les activités, les fonctions de l'Assemblée nationale, mais également les activités, les prérogatives, les fonctions du Sénat. Donc l'ensemble de tout ça devrait nous permettre d'avoir une bonne cohésion au niveau des personnes, des législateurs guinéens qui vont travailler ensemble pour le bien-être des Guinéens. Donc j'espère que tout ce texte, le contenu sera respecté par les uns et les autres, parce que ce n'est pas évident, et que cela, parce que si le politique arrive à avoir la main dure d'une manière ou d'une autre, nous savons très bien la force que pourrait avoir l'exécutif. Si on ne respecte pas le contenu, ça va être compliqué qu'on arrive à bénéficier des retombées de travail qui va être fait tant par le Sénat
que par l'Assemblée nationale, tous les deux déjà retrouvés dans une institution qu'on appelle le Parlement. Donc, vous l'aurez compris, auditeurs et téléspectateurs. Déjà, on parle de l'avant-projet de nouvelle constitution, notamment du pouvoir législatif, le Parlement bicaméral, où il y a cette innovation, le Sénat qui vient s'ajouter au Parlement guinéen. On y va avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant de changer de sujet. Abdallah, qu'est-ce qu'il dit? Une grande pensée positive à monsieur, Sila Rukens. Il faut qu'on soit un peu sérieux ce matin, hein? On va éviter cela. Bonjour à la radio du développement, je suis Ali Radafi, un camarade de Puc-Bessia, Port 1, et mon grand, je ne sais pas où va mon pays, la Guinée. Le CNT ne fait que faire des atalakos. Moi, je ne suis pas d'accord pour la candidature indépendante, mon PM. Aidez-moi à comprendre, un grand respect à vous, et je vous aime partout. Donc, certes, on va programmer cela après, hein, expliquer un peu cette candidature indépendante selon l'avant-projet de nouvelle constitution. C'est une réclamation des auditeurs, hein, le PM. Donc, peut-être que tu as noté quelque part. Bonjour, mes chers journalistes, laissez-moi vous dire que quelle que soit la beauté de la Constitution, si ces principes ne sont pas respectés, elle n'aura pas sa valeur. Sur ce, prions que Dieu nous donne des dirigeants qui pourraient respecter les principes qui incarnent cette nouvelle Constitution. Vivement la fin de la transaction. Il écrit bien. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi qui nous écrivait cette réaction. Salam à vous et salam à mes parents de Dalabadine, Tindiambouri, Andankama, dans mon village natal. Mbappé est venu avec le malheur de Paris. Diambouri laisse Mbappé vivre. Hein. Cet avant-projet de nouvelle constitution risque de nous mettre dans une situation incompréhensible. Le Sénat ou le Parlement, tout ceci c'est juste pour... allez, lui, il va de travers. Djambouria. Toujours égal à lui-même. Bonjour, Kaby. Tout ça est une chose belle, mais le respect de ces institutions en est une autre chose importante. Je veux savoir quels sont les verrous ou les sanctions prévues en cas qu'un chef tente de manipuler ou soudoyer un sénateur pour faire passer un projet. Ibrahim Louis Kamano depuis Kountia. Donc, belle proposition pour le CNT concernant la loi fondamentale. Bonjour, le seul média du développement, République de Guinée. Moi, c'est Pierre Kamano depuis Yembéa. L'avant-projet de nouvelle constitution fait rêver. Une fois validé par le peuple, respectons son contenu. En tout cas, l'appel est bien compris. Hein. Salut Kavi, vraiment vous contribuez positivement pour l'avenir de notre pays. Tout ce que vous dites sur cet avant-projet de la nouvelle constitution, on comprend qu'il y a des innovations, mais c'est l'applicabilité de nos tests qui fait défaut en Guinée. Ibrahim Akondi de Lambagny qui nous écrivait ce message. On parle de ce deuxième sujet. Cette fois, on s'intéresse au sport en général. Comment revitaliser le sport en République de Guinée. En tout cas, un secteur a été, ou un département, une direction a été créée à cet effet depuis 1994. L'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports, mais qui a toujours brillé par son inaction, ressemblant à une coquille vide, connue que de par son nom. À l'arrivée du CNRD, un directeur général est nommé en 2022, est un organisme public autonome, l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports a pour rôle, entre autres, de favoriser l'émergence d'une élite sportive nationale, de promouvoir les activités physiques et sportives et leur pratique à grande échelle. Mais sur le terrain, le constat est tout autre et le réveil est vraiment tardif. 30 ans après, cet institut, en tout cas, compte mener des actions fortes. Et il a lancé une formation des formateurs comme première étape. Mais une question, pourquoi attendre 30 ans? Mohamed Ba, le PM, 30 ans après. C'est incroyable ce qui se passe dans le monde du sport dans notre pays précisément, qu'on arrive à rencontrer des difficultés de la sorte, du mutisme, de manque d'activité et qu'on soit le plus souvent surpris de ce qui se passe au sprint final. Au sprint final, c'est-à-dire au niveau de football, au niveau même, ce n'est même pas du championnat national, mais au niveau des équipes nationales, le CIDI national et d'autres secteurs, d'autres sports dans notre pays, on est surpris du résultat qu'on obtient le plus souvent, des résultats négatifs. Pas dans tous les domaines. Il y a certains domaines, malheureusement, la visibilité n'y est pas, mais
mais c'est des secteurs sur le plan footballistique qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, en parlant de la boxe le plus souvent, en parlant de handball. Ce sont des secteurs où le plus souvent il y a des médailles, mais moins de bruit. Parce qu'il faut comprendre aussi, c'est la popularité, le sport roi dans notre pays, dans le monde entier. Le football arrive à s'imposer. Malheureusement, on se demande pourquoi cela se passe comme ça. On ne peut pas expliquer, c'est quelque chose, c'est de la magie. On ne peut pas comprendre le fait que le football domine les autres secteurs, tant sur le plan mondial qu'au niveau national. Nous voyons dans ce studio les gens qui sont vraiment malades depuis le résultat d'hier lié au football, sans comprendre pourquoi cela. C'est comme ça. Aujourd'hui, il ne va pas bien. Non, il ne va pas bien, mais bon, je contribue à sa douleur. C'est difficile de perdre. Mais il faut comprendre, c'est comme ça aussi. L'injustice, parfois peut-être naturelle, il faut le dire comme ça, l'injustice peut être naturelle, sans qu'on arrive à donner des explications. Le football aujourd'hui, le sport, ne peut pas aller sans qu'on ait un travail bien fait à la base. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à travers cette rencontre organisée par le ministère, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers l'INGPS, et en collaboration avec la direction nationale, la direction technique nationale DTN. Et l'objectif est de renforcer les capacités des secteurs sportifs afin de leur permettre d'exercer pleinement leurs différentes activités. Ça, on devrait le faire depuis très longtemps. On parle de 30 ans. On ne parle pas de 3 mois ou de 3 ans, ni de 3 jours. Depuis 30 ans, on n'en parle pratiquement pas. Cela veut dire qu'il faut remonter encore jusqu'en 1994. C'est quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne, si je fais le bon calcul. C'est maintenant, on tient compte de ces réalités. On se base sur des éléments qu'on ne considère pas. Tout n'est pas lié de ce qui se passe sur le rectangle vert, c'est-à-dire sur le terrain. Il y a le préalable, ce qui doit être fait. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Allons dans nos écoles. Éducation physique, je me demande même, est-ce qu'on tient compte de ça aujourd'hui dans les écoles, dans les conditions normales? C'est des filières où pratiquement, qui pouvaient ravitailler. Il y a des compétitions scolaires qui se passaient très bien. Et le plus souvent, il y a au moins un jour réservé pour chaque classe où on fait vraiment l'EPS, l'éducation physique et sport, où ça se passe très bien. Mais on a abandonné et on veut avoir des résultats. On veut prendre la Coupe d'Afrique, on veut participer à la Coupe du Monde tous les ans. Ils sont nombreux aujourd'hui des Guinéens qui sont convaincus que la Guinée peut aller à la Coupe du Monde, que la Guinée peut remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ils sont encore nombreux qui ne tiennent pas compte de certaines réalités à la base de football. Les centres de formation aujourd'hui sont devenus incontournables sur le plan mondial. Le football, il y a le côté naturel. Il y a ce que Dieu donne, le don naturel en matière de football. Mais le monde est tel qu'aujourd'hui, on ne tient pas compte beaucoup de ce qui est naturel en matière de football. Prenons le cas de football du côté du Brésil. Le football brésilien, aujourd'hui, en prend un coup énorme. Vous n'allez pas, les anciens comprendront que le football brésilien des années 90, des années 80 avant, et un peu vers la fin des années 90, 94, à la Coupe du Monde aux États-Unis, et le football brésilien d'aujourd'hui, vous rendrez compte que l'Europe a aspiré à happer le football, comme on appelle, brésilien, c'est-à-dire le football de la rue, vraiment en essayant de le mettre en classe. Et du fait qu'on a pris le football de la rue, on a envoyé en classe, il y a un changement notoire. Il y a des secteurs de le plan footballistique qui sont en train de disparaître aujourd'hui. On connaissait des avant-centres vraiment de renommée sur le plan mondial, mais aujourd'hui, on a l'impression que l'avant-centre de pointe même aujourd'hui est en voie de disparition. Allons dans d'autres secteurs de sport. Parlons de basketball. Le basketball guinéen, ils sont combien à évoluer sur le plan national? Les jeunes joueurs que nous avons vus, plus de la moitié de ces joueurs sont à l'international, sont venus de l'extérieur pour jouer, vraiment faire le basketball et donner de la fierté, la joie aux Guinéens à travers des compétitions africaines. Donc moi je pense qu'il y a ce qui doit être effectué d'abord à la base. Et on a vu lors des préparatifs pour aller à la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations avec l'ancien ministre des Sports, Béa, quand il s'était présenté à l'Assemblée nationale pour défendre le budget de l'année 2023, il a eu toutes les difficultés parce qu'il a eu beaucoup de problèmes qui sont présentés. Quand il a fini, le budget qu'il avait, au lieu qu'on arrive à maintenir et qu'on arrive à rehausser, il y a eu un rabais de combien plus de 330 et quelques milliards de francs guinéens qu'on a réduit de sport. On se demande, mais pourquoi on réduit cela? Pourquoi ne pas maintenir? C'est parce que les techniciens aussi,
nos responsables sportifs, eux aussi ont des problèmes. Parce qu'à l'Assemblée, dans des conditions normales, si ça travaille très bien, vous vous présentez avec un budget, vous n'êtes pas en mesure de justifier ce que vous avez dépensé au courant de cette année et que vous demandez autre chose, ça va être compliqué. C'est ce que le football guinéen a eu et qu'il y a eu la réduction de plus de 300 milliards de francs guinéens qui devraient contribuer au développement du football. Parce que le budget qu'on demande le plus souvent, on n'est pas en mesure d'utiliser à bon escient ce budget. Abdallah, vous n'allez pas dire que vous, dans votre domaine, dans votre secteur, vous avez besoin de 1000 francs pour fonctionner pendant comme on appelle, les 12 mois de l'année. On vous donne 1000 francs. Pendant tout ça, on se rend compte que vous n'avez utilisé que 300 ou 400 francs. Et vous rendez le reste. Et vous rendez le reste, et ça reste là, vous n'allez pas le faire. Le plus souvent, les difficultés sont liées à quoi? Parce qu'il n'y a pas de projet bancable pour pouvoir éponger les budgets que vous avez. Si vous n'avez pas, vous gardez tout à votre niveau. Il y a des initiatives au niveau local. Vous ne sponsorisez pas, vous n'accompagnez pas de projets des jeunes. Vous pensez que tout ce qui sort du département ministériel, c'est ce qu'on doit financer. Le reste, vous ne pouvez pas comprendre. Et que vous venez à l'Assemblée, devant comme on appelle, les députés, pour défendre quelque chose, ils justifieront, sauf s'il y a de la camaraderie pure et dure, sinon dans les conditions normales. Le budget qu'on vous donne pour 2025, on prévoit de vous donner 100 millions. Vous venez, vous n'avez utilisé que 20 millions. L'année prochaine, on ne vous donnera dans les conditions normales que 20 millions parce qu'on comprend votre capacité d'absorption ne dépasse pas 20 millions. Donc, au-delà de tout ce qu'on a comme problème d'infrastructure, que nous avons problème d'encadrement, problème de belles initiatives, le problème se situe le plus souvent au niveau des responsables. C'est eux qui sont à la base. Parce que si vous ne vous retrouvez pas, vous n'impliquez pas les gens qui sont à la base, qui sont dans le football, qui connaissent mieux ce secteur et que vous pensez, vous, tout ce que vous devrez mettre en place en matière de projet, en matière d'activité, il faut que vous ayez vraiment la même mise dessus et que un franc qui doit sortir, il faut que vous soyez impliqué dans la gestion de ce 1 franc, ça deviendra un problème. Donc, des rencontres comme ça, pour le football guinéen et comme on l'appelle pour le sport général, que ce soit le football, le basketball, il y en a même, il ne peut pas te citer plus de 5 sports dans d'autres pays. Parce que tout le monde pense que c'est le football seulement. Quand on dit sport en Guinée, on ne voit que le football. Alors qu'il y a d'autres sports ici. Boule, pétanque, la Guinée a représenté plusieurs fois, comme on l'appelle, la Guinée a été représentée plusieurs fois dans les compétitions africaines et sur le plan mondial. Ça, c'est quelque chose que nous avons. Les jeux de cartes, il y en a plein qui ça s'est passé. Quel autre sport? Tennis de table, tennis de champ, des jeunes industriels où je viens beaucoup plus. À Kamsar, à Fria, la Guinée a été représentée, mais on en parle peu. Je me demande aujourd'hui quels sont dans quelle localité aujourd'hui on peut trouver des terrains de tennis de champ. Avant, on se contentait le plus souvent. Il faut parler juste de terrain omnisport. Non, il y a de terrains omnisport, oui, mais il y a très rare. C'est ce que je veux te dire. Non, on peut ne pas avoir le terrain comme on appelle une salle omnisport, c'est-à-dire où on peut jouer beaucoup de sports dans une même salle. Mais aujourd'hui, le développement, ça c'était à l'ancienne, s'il faut le dire, je peux le dire comme ça. Mais on est arrivé qu'on a ce développement qu'il y a. Il faut que chaque secteur arrive à avoir son terrain de jeu, même si on n'a pas des salles multiples, comme on appelle omnisport partout, mais qu'on arrive à voir dans quel domaine les jeunes arrivent à évoluer beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des écoles de sport, il arrive à mettre dedans, qu'on crée et qu'on arrive à accompagner à la base. Ce n'est pas seulement à Conakry. Le football ne s'arrête pas au stade du 28 septembre et au stade de Nongo. Il y a beaucoup de demandes. Les salles omnisport, il faut essayer de les construire. Au-delà de Conakry, à l'intérieur du pays, il faut développer. C'est ce qu'on est en train de faire là, avec cette formation de 3 jours, de 25 au 30, qui se passe maintenant au stade de Nongo. De 5 jours, de 25 au 30, qui doit être fait également à l'intérieur du pays. Même si on a pris certains qui sont venus de l'intérieur, ils ne sont pas nombreux. Parce que ils sont combien à prendre part. Donc moi je pense qu'il faut multiplier cela. Il faut mettre le plan administratif, comment gérer les budgets, comment pouvoir dispenser, impliquer les jeunes, voir au niveau des sports, au niveau des écoles, impliquer les jeunes à la base. Il ne faut pas chercher seulement ceux qui sont dans la rue. Mais à partir de l'école, on peut impliquer beaucoup plus ce qui a été des années durant, le cas de Sangaredi, où vraiment le sport, on recrutait les gens. À l'école, les sports, le volet était développé. Aujourd'hui, le handball, l'entraîneur national de handball vient d'où? Il vient de Sangaredi. C'est l'intérieur du pays qui a pu donner vraiment ce trésor à la nation guinéenne. L'équipe nationale du niveau de handball, quelle est la préfecture la mieux représentée? C'est nulle part, c'est Sangaredi, la base. Donc on peut faire la même chose dans beaucoup de secteurs où le sport est développé, où on peut faire beaucoup de choses pour notre pays. Oui, Yaya Diallo, le sport en général, son développement devient aujourd'hui un casse-tête pour les autorités guinéennes. Absolument, on se demande comment s'y prendre, on se cherche.
Est-ce qu'on a tous les éléments? Est-ce qu'on a toutes les ressources humaines qu'il nous faut? Parce que au-delà de tout ce que nous disions ici, le football c'est une industrie aujourd'hui qui exige ou qui nécessite, disons, des fonds d'investissement, de la logistique. Tout cela, c'est des humains qui peuvent réfléchir comment pouvoir avoir tout cela, acquérir tout cela pour mettre ça à la disposition de la jeunesse guinéenne. Ça, c'est des hommes et des femmes qui peuvent s'asseoir, réfléchir et mettre en place, disons, un plan d'action éventuellement qui va être mis en œuvre. Est-ce que nous en avons? Est-ce que c'est là où le problème se pose aujourd'hui en ce qui concerne le département même en question? Les conseillers, j'ai envie de voir le principal conseiller du ministre, le profil même de nos ministres qui viennent là-bas. C'est vrai que quelquefois on a des véritables sportifs qu'on essaie d'amener là-bas, mais nous connaissons le résultat, le piètre résultat que ces gens-là ont pu produire à la tête de ce département-là. C'est important de voir aussi la connexion de ceux qui viennent à la tête de nos institutions sportives et l'évolution du monde sportif. C'est très fondamental. Si on n'est pas à jour, je pense qu'on ne peut pas avoir une vision. Alors qu'aujourd'hui, nous parlons du sport. Ça veut dire tout simplement on a besoin d'une véritable vision, une vision à long terme qui peut nous permettre de repartir sur de nouvelles bases. On a rappelé ici, c'est en cela que j'ai dit ici, c'est une très bonne chose qu'on puisse relancer l'Institut national de la jeunesse pour l'éducation physique et le sport. C'est quelque chose de très fondamental, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire tout simplement on est en train de s'approprier de certains outils qu'on avait délaissés il y a longtemps, depuis 1994. Ça veut dire tout simplement on est conscient par endroit qu'il y a un certain nombre de préalables dont il faut mettre en place. Est-ce que, vous faites bien de le rappeler, c'est Bamed Balopem qui le disait ici, est-ce qu'on va essayer de décentraliser tout cela, puisque nous avons des directions de la jeunesse un peu partout à travers les préfectures, qu'on puisse quand même confier tout cela à ces différentes directions-là, pour pouvoir faire la promotion de ce sport local-là. C'est en cela que nous pourrons, disons, faire une décantation et qu'on ait une équipe nationale venue de tous les bords et sur la base de leurs capacités intrinsèques. Je pense que c'est ce qui pourra nous permettre un peu partout. Le ministre le rappelait ici, on a plus d'une trentaine de séries sportives dans notre pays ici. C'est le ministre qui le rappelait ici, le ministre Keyamou. Oui, je peux te donner même la composition du ministère de la Jeunesse et des Sports. Quand je te donne, tu vas attraper ta tête. Il y en a. Alors, regardez, depuis 94 qui était au pouvoir, c'était Lansana Conté. 94, 30 ans après, maintenant, ce département se réveille. Bien. Qu'est-ce qu'on veut, et voyez-vous, ça veut dire qu'il y a de cela 30 ans déjà, il y a eu que des hommes et des femmes quand même qui ont pu réfléchir à cela, 30 ans après. On est en train de relancer. Est-ce qu'on est à jour? Est-ce qu'on est à jour? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et je pense que il y avait une personnalité que je respecte beaucoup. Il s'agit de Lapé Bangoura. Kamfouri, qui fait partie parmi les formateurs, qui quand même a salué cette initiative, mais qui a soulevé une problématique. Les infrastructures. Les infrastructures, je crois que ça devrait aller quand même de pair. Hein. C'est vrai, c'est bien beau d'essayer de relancer un certain nombre d'instituts. C'est bien d'essayer, encore une fois, de mettre en avant la formation. Mais où va s'effectuer ces différentes formations? Est-ce qu'on a toutes les infrastructures aujourd'hui pour pouvoir permettre à ces formations-là de toucher au maximum des Guinéens, un peu partout, pour ne pas le dire, un peu partout à travers le pays? Parce que c'est un droit quand même, c'est une obligation de la part du ministère. Ou tout simplement un tape à l'œil, un tapage médiatique tout simplement pour dire nous sommes dans la refondation, alors qu'en réalité on n'a pas tous les éléments, on n'a pas la vision qu'il faut pour pouvoir amorcer un véritable développement sportif. Non, c'est fondamental aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que... Et le sport ne se résume pas qu'au football. Justement, j'ai l'impression que le grand frère Keyamou cherche, et jusqu'à présent, et il se perd, il n'arrive pas à se retrouver pour pouvoir quand même voir. Naturellement, il est dans un contexte... On va te nommer conseiller là-bas. Il est dans un contexte où, Abdallah, on parle de la refondation. C'est la chanson en vogue. On va t'amener conseiller, peut-être qu'il va comprendre avec toi, comme tu... Je ne suis pas candidat. Ce que je vais dire... c'est une précision. Ça pourrait aider la nation. Oui. Tu as vraiment intérêt à apporter cette précision. Oui, c'est très fondamental. Il faut apporter la précision. Voilà, Abdallah, ce que tu veux là, tu n'en auras pas de ma part. Ceci dit, je pense qu'il est suffisamment entouré de conseillers. Il doit tenir compte de ces conseils-là et de se remettre en cause. Il faut faire un examen de conscience même au niveau du département. C'est ce que nous disons ici. Est-ce que nous manquons de talent? Non. Des jeunes Guinéens sont talentueux, nous le savons tous. Et nous ne manquons pas aussi de tests. Des tests.
Il y a de belles réflexions, mais la mise en œuvre. Alors, ça veut dire tout simplement, il faut qu'on essaie de se remettre en cause pour pouvoir quand même voir, disons, l'urgence de faire en sorte que le sport guinéen soit fondamentalement refondé et qu'on ait des hommes et des femmes qui sont conscients de l'enjeu mondial. Bien. Oui, Mohamed Lebas, on parle de sport et de cette refondation que compte entamer l'INJEPS, l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports. Oui, je crois que c'est une belle initiative. J'ai beaucoup aimé, pour ne pas dire j'aime bien, ce côté quand même. Tu fais du sport? Ce côté du CNRD, il ne faut pas me provoquer quand même. C'est une question. Je fais du sport, monsieur Camara. C'est juste une question de précision. Ouais, vous avez joué au ballon? Je le fais bien. Il a joué pour Colisoro. Quel sport? Le Tuksun Kaikan Karaté. Bien, vas-y. Il a compris. Voilà, donc méfie-toi. Non, tu as joué pour Colisoro, tu ne sais pas. Vas-y, évolue. Ne te laisse pas distraire, hein, mon cher. Il faut te méfier. Il faut te méfier, PM. Il faut te méfier. Donc, j'aime bien ce côté du CNRD, aujourd'hui, de réhabiliter quand même, disons, certaines disciplines ou certaines directions alors? Non, bon, certaines directions qui étaient très dormantes, il faut le rappeler. La dernière fois, il y a juste des jours, on parlait de la grâce quand même. Et donc, voilà, les dispositions, c'est-à-dire de certains articles, disons, du code de procédure pénale, comment dirais-je, en prenaient bien compte quand même. Parce que il faut quand même se dire que depuis 2016, ce code avait été révisé. Donc, il y avait cette direction, d'ailleurs même, qui existait sur papier. Donc, il faut quand même se dire qu'il a fallu l'arrivée du CNRD pour qu'on puisse matérialiser tout cela. Parce qu'aujourd'hui, la grâce est en train de travailler. Donc, je crois que faire la même chose aujourd'hui pour cette autre, disons, qui pourrait même être, disons, une institution, cette direction aujourd'hui, je crois que c'est une bonne chose. Sauf que ce n'est pas aujourd'hui, je crois, la solution. Moi, je l'ai toujours dit. Il faut aujourd'hui qu'on change de mentalité, qu'on soit objectif, qu'on ait des visions. Même pas une vision, qu'on ait des visions, parce que tout simplement, c'est ce qui cause le véritable problème chez nous. Parce que vous allez voir, ce n'est pas les textes qui manquent. Hein. Il y en a bien des textes, de très beaux textes. Mais l'application de ces textes-là, c'est ce qui fait défaut chez nous. Et tout simplement parce que chacun se dit non, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre. Il faut attendre peut-être qu'il va trébucher. Je vais tirer à boulet rouge sur lui, je vais tirer au bazooka sur lui et finalement, lui, il sera mort de sa belle mort. C'est ce qui fatigue aujourd'hui le fonctionnement de nos différentes institutions, et ça se passe parce que quand vous parlez de sport en Guinée, on a l'impression que vous parlez uniquement du football. Pourtant, quand on parle de sport, il y a tellement de disciplines en Guinée. J'ai fait exprès de parler du Tuksun Kaikan Karaté, c'est une autre discipline. Non mais tu vas nous prendre au sérieux. Hein. Oui, c'est des arts martiaux. Oui, évidemment. Lui là, il va nous prendre au sérieux. Il va vraiment nous prendre au sérieux. Est-ce que vous pouvez même le prononcer? Non, moi je ne peux pas. Moi je suis pas dans ça. Moi je viens pas de Chine. En fait, il y a tellement de disciplines. Il y a tellement de disciplines et dont la plupart, beaucoup d'autres disciplines, c'est-à-dire participent à des compétitions à travers le continent et qui rentrent avec des médailles. On parle par exemple du tennis de table. Vous allez comprendre que ce sont des disciplines qui existent dans notre pays. Voilà, et l'État a bien quand même conscience de l'évolution de ces disciplines-là. Sauf que ce sont la plupart des disciplines qui ne sont pas bien quand même, disons, accompagnées. La dernière fois, vous avez vu qu'il y a eu quand même des bisbilles autour. Je crois que c'était la FEGI-Hand, la Fédération guinéenne de handball. Il y a autres disciplines même comme la ça. FEGI basket. Parfois, il y avait deux présidents. Voilà, deux présidents basket, pour une seule fédération. Je crois qu'il y a une autre fédération qui avait quand même suspendu la participation des joueurs, je crois, à une compétition. J'ai juste oublié cette fédération. C'est pas le volleyball. En tout cas, le volleyball, le président a passé plus de 25 ans à la tête de cette fédération pour l'enlever là-bas. C'est une monarchie. Ah oui. Vous voyez, il y a un véritable souci. Il y a un véritable problème. Vous allez voir que ce sont des disciplines qui existent, mais quand vous regardez le fonctionnement, même le ministre parfois, c'est-à-dire vous partez au ministère, vous allez comprendre que tout est focalisé sur le sport
Et même là aussi, ça trébuche. Ça ne marche pas. Bien. Ça ne marche pas du tout parce qu'on n'a pas de véritable projet. Parce qu'on n'a pas une vision claire et nette pour pouvoir réellement propulser, c'est-à-dire le sport dans tout son ensemble, c'est-à-dire vers l'avant. Aujourd'hui, ce qui se passe par rapport à la relance de cette direction, 30 ans après, il faut quand même le mentionner, on attend de voir ce qui va se passer. Cette discipline ou cette direction risque encore de retomber dans les frises, tout simplement parce que s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas l'attention de la part du ministère des Sports, ça va encore évoluer dans l'oubli et finalement, dans 2 mois, 3 mois, on sera encore là pour parler d'un éternel recommencement. C'est ça aussi, c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça aussi qui a fait la société guinéenne et finalement, voilà, mort s'ensuit. Et quand je parle de mort, il faut le prendre avec la métaphore. Bien. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait une vision, il faut vraiment qu'on essaye de remettre les cartes sur table et savoir tirer la bonne carte pour qu'on puisse quand même amener le sport guinéen à un niveau vraiment appréciable. Un niveau élevé, hein, il faut le dire. Donc, battons-nous ensemble pour propulser et revitaliser le sport guinéen. Je dis bien le sport dans son ensemble, pas que le football, ni le volleyball, ni le basketball. Il y a encore d'autres disciplines qui souffrent dans ce pays. Réveillez-vous, hein, en tout cas du côté du ministère des Sports, de la jeunesse des sports. Hein, réveillez-vous de ce côté parce que ça dort et le pays a vraiment besoin de vous. Une pause. Derrière, nous prenons la direction du Mali où nous allons parler politique avec la gestion de Assimi Goïta, le nouveau général. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires. Mais d'un autre côté également, il y a eu quand même quelques bavures dues à, si vous voulez, dues à le fait d'être humain. Parce qu'on sait que tout ce qui est humain, en quelque sorte, a quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps. Et moi, ce qu'il y a lieu de dire, c'était à l'occasion du retour, bien entendu, du président de la République de la Chine. Vous avez vu, on a constaté qu'il y a quand même un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République. Moi, je pense que cet accueil-là, déjà, en soi, n'est pas mauvais. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu pour notre pays, c'est quoi? C'est permettre à la Guinée de pouvoir quand même bénéficier de quelque chose, pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'étranger. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense que les malheureuses parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques, pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacité ou encore pour faire des panels, des échanges permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne.
Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons deux types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Si vous nous écoutez déjà sur la 89.5, merci de votre fidélité. Faites attention au volant si vous y êtes à l'instant. Hein. Vous nous écoutez partout à Conakry, à Bofa, Somphonie, à Koloma, à Amdalaï, à Gbessia, à l'aéroport. Vous nous écoutez. Merci de votre fidélité. Si vous nous regardez à la télé, vous êtes forcément sur les bouquets Canal+, et Star Times. Sur les réseaux sociaux, vous nous suivez sur Meta, c'est sur notre page Siam, Kavi TV, groupe Kavi Media et Ganga RTV, sur notre site d'information siaminfo.com. Hein. Vous pourrez nous suivre de ce côté également. Dans cette dernière partie, nous prenons la direction du Mali et nous parlons de cette transition. Après le rendez-vous manqué de mars 2024, la junte militaire au pouvoir aspire-t-elle à organiser des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel? La dernière communication au Conseil des ministres du général Assimi Goïta en fait foi, mais ne reste qu'une annonce pour l'instant. Le nouveau général parle des préparations en vue des élections qui mettront fin au régime actuel, sans préciser d'échéance. Dans sa communication, il a, je cite, invité les membres du gouvernement à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. Fin de citation. Annonce vague, oui, mais qui relance le débat politique malien, puisqu'il faut rappeler que les militaires ont pris le pouvoir par la force en 2020 en disant vouloir stabiliser leur pays, confronté au djihadisme et à une crise multidimensionnelle profonde avant de le rendre à des civils élus. Et depuis 2020, les militaires se sont plutôt inscrits dans les actes de rupture avec la France, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tout en opérant un pivot stratégique en direction de la Russie. Situation confuse au Mali, Yaya Diallo, on en parle forcément. Absolument. C'est une situation confuse, à la limite, disons, bien nuilée à un certain niveau. Vous savez, dans le cadre de la gestion du pouvoir, rien ne nous hasard, hein. Tout est réfléchi, tout est expérimenté. Ouais. L'opportunité d'une telle annonce doit quand même amener les uns et les autres à se poser un certain nombre de questions. Parce qu'il n'y a pas longtemps, une semaine de cela, il y a un premier ministre démissionnaire au niveau de Mali qui démissionne et qui explique de facto le motif de sa démission. C'est-à-dire que il y a eu un report s'inédié, il faut le rappeler, de l'élection ou des élections au niveau du Mali, auquel il n'a pas été associé, lui, Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, il le dit, automatiquement, il y a un certain nombre de groupes de soutien qui dit au président, par endroit, parce que c'était là qu'il s'agit, la condition de leur soutien consistait à ce que Choguel Maïga soit complètement débarqué du gouvernement, ce qui fut fait. Et lui, il a parlé, vous savez, les interprétations qu'il a assumées, enfin, que Choguel Maïga en a fait de tout cela. Pour lui, ce n'est ni plus ni moins une machination. Ouais. C'est une mise en chaîne, complot ourdi par ses anciens collaborateurs. Il avait cité à un certain niveau, au nommément celui qui l'a succédé ici. Parce que c'est pour vous dire que rien n'est au hasard, vous savez. Choguel Maïga fut malade à un certain niveau, ne pouvant plus exercer ses fonctions administratives et politiques. Il était contraint d'être substitué par l'actuel Premier ministre, qui est l'ancien ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, en l'occurrence Ablaye Maïga, et par ailleurs porte-parole du gouvernement. Et c'est lui qui l'avait succédé, donc cumulativement avec la fonction de ministre de l'administration. Il en a fait, je pense, 6 mois, il en a fait un bon bout de temps. Et pour Choguel Maïga, c'est pendant qu'il était au niveau de la primature et au niveau du ministère de l'administration qu'il avait accéléré les choses pour l'évincer de son fauteuil de chef du gouvernement. C'est comme ça qu'il en a fait. Parce que vous savez, les compétences du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation en Guinée et au Mali, c'est à peu près la même chose. C'est la tutelle de partis politiques.
Et Choguel l'a dit clairement, effectivement, c'est des accusations, encore une fois, que Ablaye avait profité de cet instant pour pouvoir créer une pléiade de partis politiques, et il a mis en jeu ce parti-là contre lui. Et c'est ce qui explique effectivement l'accélération de son éviction au niveau de la primature. Donc, voyez-vous, c'est pour autant dire que c'est quelque chose quand même qui était prévisible. Ablaye Maïga, aujourd'hui, qui est un élément fondamental, un homme de confiance d'Assimi Goïta, parce que posez-vous la question, de toutes les assemblées nationales d'ailleurs, il surplombait le Premier ministre. C'est lui qui partait au niveau de toutes les assemblées, au niveau de l'ONU, c'est lui qui portait la parole du Mali avec la voix martiale que nous connaissons de lui, en insistant sur un certain nombre de choses. Donc c'est quelqu'un de très connu. L'homme de main de Goïta, alors. Absolument, absolument. L'homme a tout fait. L'homme a tout fait. Ouais. Et ça va vous surprendre, ces colonels d'alors n'avaient pas participé au coup d'État. Ablaye. Oui. Ablaye, il s'est venu après, c'est à travers son background, un certain nombre de choses, finalement, il a su se frayer un chemin. Il n'a pas participé. C'est par après. Bon, certains disent que c'était un opportuniste, mais je pense qu'il avait trouvé toute sa place. Parce qu'il était un intellectuel parmi tant d'autres, au niveau d'autres qui ont pris le pouvoir. C'est vrai que c'est lui qui, au niveau du Conseil national de la transition aussi, un certain Sadio Camara aussi, et certains aussi qui faisaient partie parmi les 5 éléments qui ont opéré le coup d'État à l'époque. Donc, dans un contexte sociopolitique assez aigu au niveau de Mali, il faut le rappeler, aujourd'hui, une dizaine d'opposants qui sont qui sont en prison. Nous avons la fermeture en cascade d'un certain nombre de médias. Il y a des problèmes sociopolitiques qui surgissent de part et d'autre. C'est vrai que le djihadisme qui pose problème et qui continue à poser problème semble être plus ou moins maîtrisé à un certain niveau, parce que pas plus tard 2 semaines, il fêtait quand même la fête de la reconquête de Kidal. Donc c'est quand même un atout. Maintenant, Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir et qui avait, disons, reçu l'adhésion populaire, bénéficié de la légitimité du peuple du Mali, parce que à l'époque, pour les Maliens, le coup d'État était légitime, était opportun, et les Maliens avaient besoin d'une rupture avec ces gens qu'ils considéraient comme étant les responsables de toutes les manœuvres géopolitiques et qui consistaient à un certain niveau de balkaniser le Mali, notamment la France, l'Union européenne, les Occidentaux de manière générale. On cite la France parce qu'elle est nommément citée par le Mali comme étant le cerveau de tout ce qui s'est passé au nord du Mali. Donc c'était une volonté affichée de la part de ces forces étrangères-là de pouvoir continuer par endroit de faire semblant d'aider le Mali, mais de l'autre côté d'accélérer la balkanisation du Mali. Donc la destruction de l'État malien. Parce qu'il faut dire, le Mali n'avait pas le contrôle de la moitié de son territoire à un certain niveau. C'est vrai que la reconquête, elle est en cours, mais le problème se pose aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont le soutien qu'ils en avaient dès au départ quand ils avaient pris le pouvoir? Non, la réponse est non, ils n'en avons pas, parce que tout simplement, il y avait des soutiens symboliques comme l'imam Diko. Aujourd'hui, un des plus proches parmi les proches de lui, Issa Kao, qui tombe dans l'oubliette. Issa Kao Jim, son gendre. Vous oubliez l'histoire? C'était l'émissaire de Imam Diko vers Alpha Condé à un certain niveau. Vous vous avez rappelé cette histoire où il aurait reçu de billets de banque et finalement il n'avait pas respecté l'accord qui a été signé entre les deux. Donc c'est son gendre par endroit aussi, un homme de confiance qui aurait tenu des propos déplacés envers la junte burkinabé, et finalement sur demande de cet état-là, à travers son Conseil national de la communication, on a même suspendu, vous avez Yoliba TV, et finalement, Kaodioum est mis sous contrôle aujourd'hui. Donc, ce sont des éléments qui accentuent la pression aujourd'hui et qui fait que la junte au pouvoir et l'opposition aujourd'hui ne sont pas sur une même longueur d'onde, et il y a là naturellement, puisque nous avons suivi son porte-parole aussi, le porte-parole de l'opposition, même si elle peine aussi à se constituer au niveau du Mali, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui le dénominateur commun qu'on peut lire dans le discours des uns et des autres, c'est qu'aujourd'hui tout le monde exige à ce qu'on ait le retour à l'ordre constitutionnel. Alors comment l'avoir? Tandis qu'il y a eu effectivement des éléments qui consistent à dire maintenant, c'est clair, Assimi Goïta peut se présenter candidat, comme c'est le cas un peu partout. Donc les choses ont changé. Finalement, est-ce qu'on aura les élections? Quel genre d'élection, quelle qualité d'élection qu'on aura? Est-ce que le même climat va continuer? Je pense qu'il est temps pour Assimi Goïta et pour tant d'autres aussi
de pouvoir effectivement s'en rendre compte. À un certain niveau, on a besoin de dialogue. Aujourd'hui, le dialogue est une nécessité absolue et au Mali et en Guinée un peu partout pour pouvoir amorcer une véritable transition. Bien, pour pouvoir réussir la transition au Mali, on reste de ce côté. Mohamed Leba, les généraux prennent en otage tout, hein. Président en général, Premier ministre en général. Finalement, on n'a que des généraux à la tête du Mali. Cela n'est pas encore plus important. Ce qui est plus important, c'est un retour à l'ordre constitutionnel. Il y a parlé tantôt de comment ces élections vont s'organiser, quel sera le climat. Aujourd'hui, nous savons quand même que le climat, il est tendu. La généralisation, si on peut le dire comme ça, des pouvoirs militaires à travers l'Afrique. Donc les généraux prennent en otage des transitions en Afrique. Il y a des généraux partout, sauf qu'il y a un colonel et un capitaine quelque part. Donc, sauf au Burkina. Au Burkina. Donc il faut intègre. Par rapport à la situation politique malienne, c'est une situation très mitigée. C'est une situation, disons, je ne dis pas opaque, mais une situation aujourd'hui qui quand même relance le débat par rapport aujourd'hui à l'absence notoire, disons, d'un cadre de dialogue. Parce que nous le disons pour la Guinée, effectivement aussi, mais du côté du Mali, vous le savez, il y a pas mal d'opposants aujourd'hui qui quand même accusent Assimi Goïta de gouverner avec une certaine arrogance, c'est-à-dire une sorte d'arrogance qui ne dit pas son nom ou qui aujourd'hui quand même constitue un véritable une certaine problème. Suffisance. C'est selon quand même certains politiques aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plus de 80 hommes politiques aujourd'hui qui réclament quand même l'organisation d'un scrutin présidentiel pour quand même passer le pouvoir aujourd'hui aux civils. Est-ce que ce qui est annoncé, la parole sera liée à l'acte ou l'acte sera lié à la parole? Il faut attendre de voir tout cela, parce que il y a, moi je me dis, parce que c'est comme si rien n'est défini, hein? On dit juste vers l'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est comme aucune date. C'est comme ce que vient de dire tout à l'heure par rapport à c'est-à-dire à la première tentative, ce qui a dérangé l'ancien Premier ministre qui a finalement quitté le navire, parce que tout simplement selon lui il y a une trahison, parce que cela était assimilé selon lui à cela, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un projet net, c'est-à-dire de retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez, ça va être un véritable problème, parce que s'il n'y a pas aujourd'hui cette entente, ça va être difficile pour le pouvoir militaire au Mali de dérouler quand même certains programmes vis-à-vis quand même du retour à l'ordre constitutionnel, parce que tout simplement, si vous fermez la porte au dialogue, ça va être compliqué que vous soyez compris des personnes aujourd'hui qui réclament votre tête. Parce que il y a cette catégorie de partis politiques ou soit d'hommes politiques c'est-à-dire la catégorie qui se dit non, on n'est pas associé, c'est comme si on nous rendait inutiles, on pense que peut-être que nous on n'est pas maliens, ils sont plus maliens que nous. Donc il y a aujourd'hui ces réalités qui existent. Au-delà des problèmes djihadistes, je crois qu'il est quand même très fondamental pour la junte malienne de comprendre la situation qui prévaut, même si dans une acception aussi peu large, il faut quand même se dire qu'il y a un peu d'accalmie par rapport à toute cette question liée aujourd'hui au terrorisme et tout, mais il ne faut pas quand même se voiler la face. Il y a d'autres problèmes aujourd'hui, et que si ces problèmes sont... Bamako a été attaqué tout récemment. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. J'ai dit il y a un peu d'accalmie, parce que c'est concernant les années passées, c'était comparativement aux années antérieures. Il faut quand même se dire qu'il y a une réduction. Il y a une réduction. Oui, parce que le mal, c'était la France. Voilà, c'est ce qu'on dit. Nous, on ne peut pas le dire. Si le mal, c'est la France, ça c'est entre eux. C'est eux qui savent réellement qui sont leurs ennemis et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour combattre ces ennemis-là. Le retrait du Mali de tout, par rapport à cette question liée à la France, nous le savons, ce qu'il faut aujourd'hui pour le Mali et Assimi Goïta, pour le bien de tous et surtout les populations, je crois que c'est la présence quand même d'un dialogue franc. C'est comme au Mali, c'est comme en Guinée, c'est comme au Burkina Faso. Quand on est en période transitoire, il faut savoir ouvrir c'est-à-dire cette brèche aujourd'hui pour le dialogue, pour quand même chacun
puisse contribuer au retour à l'ordre constitutionnel. C'est très important. Bien. Il ne faut pas faire les choses de façon très arrogante ou de façon arrogante. Il faut privilégier le dialogue. Je crois que ça aide beaucoup. Ouais, privilégier le dialogue, Mohamed Abba, le PM. Mais est-ce que ces militaires n'ont pas quand même compris que cette opposition n'était pas de taille, en gros? C'est presque tout tourne autour de se trouve à ce niveau, j'allais dire. Au niveau de ces partis politiques, de ces formations politiques au niveau du Mali, il faut rappeler que, qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas, aucun étranger ne doit pas développer le Mali. Le Malien, c'est le Malien qui va développer le Mali, qu'on le veuille ou pas, qu'on crée des alliances par-ci, par-là, qu'on essaie de mettre le Mali, le Tchad, le Niger ou je ne sais quoi quel pays, avec la Guinée, avec quoi aucune personne, aucune organisation ne va développer le Mali en dehors des Maliens. Donc pour moi, ça ne sert à rien qu'on essaie d'élargir le Mali à d'autres pays ou d'autres pays au Mali. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il ne faut pas annoncer les élections sans vraiment tenir compte de la volonté du peuple, sans les acteurs majeurs de ce pays. On ne peut pas distribuer des agréments à des centaines de partis politiques, il faut le dire comme ça, en catimini, dans l'espoir de préparer le terrain. Et quand on va fixer la date des élections, on sait déjà la base est là. Ça ne peut pas développer le pays et ça ne peut pas mettre une bonne base de tranquillité dans un pays. Ça, c'est quelque chose aussi que vraiment Goïta doit comprendre. Le départ de Maïga n'est pas quelque chose... Je crois que le président, la junte au pouvoir, ne peut pas se réjouir de cela. C'est un coup pour moi que la junte a pris par rapport au départ de ce dernier. On parle de la sécurisation du territoire national. C'est l'une des raisons, à ma connaissance, qui a motivé l'arrivée des militaires au pouvoir, que parce qu'il y a une partie du Mali qui n'appartient pas aux Maliens, qui est dans la main des djihadistes, à d'autres personnes. Yaya vient d'insister sur un point tout à l'heure, par rapport à l'attaque du Mali, de Bamako. Bamako la n'est capitale. Bamako n'est pas au nord. Bamako est beaucoup plus proche de nous. Au sud. Complètement, plus Absolument. proche de nous. Ouais. On peut quitter Seguiring, aller faire des achats à Bamako, venir préparer là. Quoi. Ça, c'est la vérité. Et nous connaissons très bien Bamako, si ce n'est pas 3 fois la Guinée, c'est presque, vraiment, c'est plus de 2 fois la Guinée, le territoire national. Donc, si vous voyez la position où se trouve Bamako, et qu'on parle d'attaque dans ce pays, et comme on appelle dans cette ville et dans la capitale, cela veut dire, pratiquement, c'est depuis ce qui se passe là. Il y a des questions, il y a des Dans une école de la gendarmerie aussi, des surcroîts. Des surcroîts, Ouais. Yaya, mais c'est incroyable ce qui s'est passé là. Donc cela veut dire, Ibrahim Aboubacar Keïta, c'est qu'on lui a reproché, vraiment, c'est comme si rien n'est fait jusqu'à présent. Parce que là, ce sont des militaires, ce sont des professionnels à la matière qui ont juré vraiment qu'ils peuvent remettre vraiment de l'ordre dans le pays. Ce qui se passe, ils ne peuvent pas continuer comme ça. La même chose du côté de Burkina et quel autre pays que parce que leur territoire, il y a toujours des attaques. Et qu'on a enfin fait venir une autre puissance mondiale pour sécuriser le pays à travers des organisations. Nous connaissons la Russie plus précisément. Mais qu'est-ce que cela a changé aujourd'hui? Il faut que les Maliens, comme ça se passe en Guinée, le cas guinéen, pas comme ça se passe, mais le cas guinéen, c'est la même chose. Il faut que les Maliens se donnent la main. C'est l'obligation qu'on doit avoir. Il ne faut pas avoir de l'arrogance. L'arrogance ne peut pas gérer un pays. Parce qu'un pays, c'est la diversité. C'est la diversité culturelle. Et on a des personnes qui viennent de partout. Et la diversité d'opinion. Diversité d'opinion. Il faut tenir compte de cela. On ne peut pas dire que nous sommes au pouvoir aujourd'hui. Ce que nous disons, c'est ce qui va se passer. Comment vous pouvez fermer une radio parce qu'on a parlé comme on appelle, de coup d'État ou de quelque chose comme ça dans un autre pays, juste qu'on a dit cela? Rappelez la personne, remettez-lui vraiment, mettez-lui devant les faits accomplis, les professionnels en la matière, professionnels en communication. Ça, je ne peux pas comprendre. Le Mali, le Niger, le Tchad, je ne sais pas, ce n'est pas une république. C'est l'ensemble, c'est plusieurs pays qui se retrouvent en organisation. Ce n'est pas un État. Ça, c'est quelque chose que nos frères maliens et notre frère Goïta doivent comprendre, et valable à tous les chefs militaires dans le monde ou en Afrique ou en Afrique de l'Ouest. C'est quelque chose qu'il faut noter et insister là-dessus. Le peuple d'abord, tout le monde, tous ceux qui sont là, ils vont passer. Le peuple de Guinée demeurera, le peuple malien va demeurer, ainsi de suite. Mais dire qu'on va annoncer les élections, personne ne connaît quelle date, personne ne sait. Les militaires, ils vont se présenter, on ne sait pas. Mais ce qui reste clair, comme l'avait dit Goïta, et comme on appelle Maïga, l'ancien Premier ministre qui a quitté le pouvoir il y a quelques jours, s'il faut le dire comme ça, il a dit qu'une centaine de partis politiques ont bénéficié des agréments en catimini.
Mais on le fait pourquoi? Bien. Ceux qui sont déjà en place, pourquoi ils n'ont pas ceci-là, on ne les laisse pas travailler? Pourquoi on donne le privilège à d'autres personnes? Je pense que l'Afrique doit se réveiller et on doit tenir compte de notre développement. Si on ne le fait pas, on se fera de mal et on va avoir l'épine dans le pied et on marchera toujours comme on sait, comme un handicapé. Malheureusement, c'est ça aussi l'Afrique et ses réalités. Bien, la radio c'est l'heure et vous l'avez déjà compris, il est 10h30. Nous nous sommes obligés de rendre l'antenne. Merci Mohamed Ba, le PM. Merci. Merci Abdallah, merci à toi. Merci Mohamed Deba, ça va. Oui, la baffe continue. Baffe continue. Merci Mohamed Deba, nous ne voulons pas d'autres Le débats. garçon ne sait pas. Merci Abdallah, merci Yaya. Merci Yaya Diallo. Du Mali en Guinée, en passant par le Burkina Faso, c'est de la gastronomie tout simplement. Bien. Et en politique, rien ne C'est la fin de cette émission à Merci. tous. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs. À l'équipe technique du jour, merci à Mamadou Diallo du côté de la radio. Merci à Baba Koevogui qui nous a accompagnés du côté de la télé avec la réalisation de Michel Ouamono. On se reprend demain, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média du développement en République de Guinée.